3 Français sur 4 estimeraient que l'islam n'est pas compatible avec les valeurs de la République. C'est en tout cas le résultat d'un sondage paru la semaine dernière en France, un sondage Ipsos réalisé pour le quotidien Le Monde. En octobre, ils étaient 43% à considérer l'islam comme une menace pour l'identité du pays, selon un sondage IFOP pour Le Figaro. 2 enquêtes d'opinion très rapprochées révélant une perception de la religion musulmane de plus en plus négative en France. Comment en est-on arrivé là? Quelle est la part du rôle joué par les médias français sur cette thématique? En font-ils trop? L'Observatoire des médias, Acrimed, pointe en tout cas du doigt un acharnement médiatique de la part de certains hebdomadaires, de journaux télévisés ou de débats à la radio. Alors, crise économique, contexte politique et conjoncture internationale, mais aussi ignorance de certains journalistes sur le sujet. Comprendre pourquoi l'islam aurait mauvaise presse en France est en tout cas une mission délicate. D'autres médias ont toutefois, eux, fait le choix de ne pas céder au sensationnel. Sont-ils les plus lus, les plus regardés, les plus écoutés? C'est un reportage Médien TV signé Nadia Pacro et Yahya Assam. L'islam, c'est quelque chose qui existe en France depuis quand même très longtemps, qui fait partie de notre histoire. Le mauvais islam, c'est celui qui va dire le djihad et le voile. C'est pas non plus un sujet qui m'interpelle en premier lieu. Ça m'intéresse et puis c'est quelque chose qui grandit aujourd'hui en France. Les imams ou les ayatollahs, on peut être un petit peu inquiet. On en parle de trop, À mes yeux, on n'en parlait pas du tout. On ne comprend pas grand-chose. Comme on dit, tout est un petit peu le contraire. Je pense qu'on parle surtout d'une minorité de ce qu'on appelle les extrémistes, quoi. Moi, à titre personnel, je me sens concerné vu que je suis musulman. Quel rapport entre l'islam et les médias en France? Comment la presse hexagonale choisit-elle d'en parler? Les musulmans français ont-ils la parole dans les débats? Enfin, ces débats captivent-ils véritablement les esprits? Une partie de la réponse se trouve peut-être dans ce tout récent sondage publié dans le journal Le Monde, l'un des quotidiens les plus lus de l'Hexagone. On y apprend qu'une majorité de Français sont hostiles à l'islam. C'est repris tel quel, brut, sans analyse, alors qu'en réalité, et ça Bourdieu il l'a expliqué il y a 30 ans, sur l'opinion publique, c'est qu'au bout d'un moment, quand on dit qu'une question est un problème pour la population, bien souvent elle devient un problème à partir du moment où on lui pose la question. Source première d'information, les médias forgent en grande partie l'opinion publique, des médias dont certains choix éditoriaux sur la thématique de l'islam sont critiqués par Acrimed, Observatoire des médias. Pendant 4 ans, Julien Salingue a étudié à la loupe les unes des hebdos les plus publiées en France, L'Express, Le Point, Le Nouvel Observateur, Marianne et Valeurs Actuelles. Alors vous avez plusieurs types de unes. Vous avez les unes qui se centrent sur des pratiques minoritaires. Vous avez burqa, ce qu'on ne dit pas. Où vous avez enquête sur le djihad en France, avec des photos qui font un peu peur, etc. Alors qu'on sait très bien que c'est quelque chose d'ultra minoritaire, mais en faisant des unes de manière régulière là-dessus, et surtout en ne faisant pas d'autres unes sur l'islam, on en vient à faire l'amalgame dans la tête des gens entre islam et intégrisme, entre islam et terrorisme. Et vous avez aussi un deuxième grand type de unes, qui globalement sont des unes qui font peur. Qui font peur aux gens. Donc c'est histoire d'un fou d'Allah, ou l'islamisme va-t-il gagner, avec des gens avec des visages terrifiants sur les unes. Et en fait ça joue un rôle, ce qu'on appelle en linguistique, de performatif. C'est-à-dire qu'on dit les gens ont peur de l'islam, et en réalité c'est dans la façon dont on le dit qu'on leur fait peur. C'est-à-dire qu'on crée ce qu'on prétend expliquer. Donc globalement, on a dans la presse hebdomadaire française un traitement de l'islam qui est exclusivement négatif, en tout cas sur les unes. Le jour même, nous décidons d'aller dans un kiosque à journaux parisiens pour jeter un œil sur les unes des hebdomadaires dénoncées par Acrimed. Et une fois sur place, nous tombons sur cette couverture. Catherine Gauliot, chargée des questions musulmanes au journal Le Point, a bien voulu répondre à nos questions.
Le Point est un journal de centre droit, mais ce n'est pas à proprement parler un journal conservateur. C'est plutôt un journal qui prend un certain plaisir à être anti-politiquement correct. Et en ce qui concerne l'islam, il lui arrive d'en faire des tonnes. Donc par exemple, il n'y a pas longtemps, on a fait une cover sur l'islam sans gêne. L'islam sans gêne, c'est halal qui se développe, c'est les femmes voilées qui ne respectent pas forcément la loi, etc., etc. Mais dans le même temps, c'est un journal qui publie aussi tous les 2 mois donc des hors-séries consacrées aux textes fondamentaux, aux grands phénomènes de civilisation, aux grands maîtres penseurs, et qui a déjà publié 2 fois des hors-séries complètement consacrées à l'islam. Donc il y avait déjà, il y a plus de 5 ans, La pensée en islam, c'est celui-là, où là on a vraiment travaillé, mais très à fond, avec les meilleurs chercheurs pour présenter les grands penseurs de l'islam, pour présenter les grands courants de l'islam. Et donc l'idée, c'était de présenter l'islam dans toute sa complexité. Et non pas se contenter de dire l'islam, c'est les salafites, ou l'islam, c'est Scheherazade. Le directeur du Point, Franz-Olivier Gisbert, n'a pas pu nous en dire plus sur ses choix de couverture, son secrétariat nous ayant assuré qu'il était invisible ces jours-ci. Nous avons pu en revanche avoir un aperçu de la conception qu'il avait de son métier. C'était fin décembre dernier devant les étudiants d'une école de journalisme. Qu'est-ce qui a le pouvoir? Qu'est-ce qui est important? Qui a le vrai pouvoir dans un journal? Ça, vous devez vous poser toujours cette question quand vous serez en fonction. Est-ce que c'est le propriétaire? Est-ce que c'est le président, le patron de la pub, le rédacteur en chef, le journaliste? Non. Qu'est-ce qui a le vrai pouvoir dans un journal? Sébastien Fontenelle, journaliste à Bakchiche.fr et chroniqueur chez Politis, un magazine qui semble se placer à gauche de l'échiquier médiatique et se distinguer sur les angles abordant les sujets liés à la religion musulmane. Heureusement, il y a l'antidote. Je vais essayer de faire des papiers sur ce dont les autres ne parlent pas. Et justement, sur l'islamophobie, il est intéressant de constater qu'il y a des statistiques qui existent et qui sont publiées régulièrement par le CFCM, par le CCIF, etc., sur la multiplication pour le moins préoccupante des agressions et des actes islamophobes en France. Et voilà quelque chose qui fait jamais l'objet de dossiers dans la grande presse. Parlons de l'affaire du niqab au volant. Le PV a été annulé. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? C'est une décision normale? Je ne commente pas la décision de la justice, mais j'ai peur qu'il y ait un bras de fer entre la justice et la police. Je pense qu'il y a, mais ça fait 20 ans, 30 ans que ça dure, c'est de nouveau le même symbole d'une dérive communautariste de ce pays, où on demande aux représentants des religions qui ne sont rien. Certaines conceptions de la laïcité qui se transforment en idéologie et qui confond la laïcité avec l'absence du fait religieux, ce que ça n'est pas. Je l'ai étudié avec les plus grands spécialistes français, ça n'est pas ça. Et donc à partir d'un certain moment, certains en manquent d'arguments. Mais les Français lisent-ils autant qu'ils regardent la télévision? Auteur du livre « L'islam imaginaire ou la construction médiatique d'une islamophobie en France », Thomas Deltombe a disséqué la focale de l'islam dans les 20h et prime time sur près de 30 ans. Il y a eu un acharnement, disons, de plus en plus fort, de plus en plus grand sur la question de l'islam et contre les gens qui sont identifiés comme musulmans dans la société française. Ça, c'est très perceptible. Hein. Dans les années 70, si on remonte dans le temps, on s'aperçoit que la question de l'islam n'est pas très présente dans les médias français. Ça n'intéresse pas grand monde, ou c'est traité de façon extrêmement folklorique. Alors qu'aujourd'hui, c'est devenu un sujet vraiment central, un sujet brûlant, un sujet qui fait l'actualité, qui fait la une de l'actualité presque quotidiennement. Et que énormément de tensions se manifestent à travers la focale de l'islam. En d'autres termes, que l'islam est devenu le prétexte pour faire passer toute une série de messages stigmatisants à l'égard des populations non blanches, on va dire en général en France, et même des catégories populaires. L'islam a été utilisé pour faire cette bascule. Et cette bascule est très nettement identifiable, on peut la dater, c'est vraiment au cours des années 80, notamment à la suite de l'arrivée au pouvoir de la gauche du Parti Socialiste au pouvoir au début des années 80. Le Parti Socialiste avait une lecture de classe très forte dans les années 70, arrivant au pouvoir au début des années 80, faisant partie des dominants à partir de ce moment-là, a effacé, pour des raisons pragmatiques, les lectures de classe qu'elle pouvait avoir, pour favoriser des lectures identitaires.
et qui ont fait que la question de l'islam, la question de l'intégration entre guillemets, la question du racisme, etc. sont devenus des sujets prioritaires qui leur permettaient d'effacer toute une série de renoncements politiques dans le domaine socio-économique. Les choses ont-elles évolué en 2013 ? Directeur adjoint du Monde diplomatique et expert des questions liées à l'islam, Alain Grèche est rarement invité sur les plateaux de télévision où il juge difficile d'aller jusqu'au bout de sa pensée. Quand vous êtes à la télévision, vous avez 30 secondes pour expliquer n'importe quel problème. Et donc vous êtes forcément dans la schématisation. Et en plus, il y a notamment dans les couches intellectuelles, journalistes, etc., une vision très schématique de l'islam. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qui est présent dans des couches qui ne sont pas des couches de droite intellectuellement. Dans une partie est de la gauche intellectuelle. Par exemple, vous avez beaucoup de gens qui sont qui ne pensent pas que les immigrés viennent voler notre travail, qui pensent pas que qui n'ont pas d'attitude raciste à l'égard des immigrés, et en même temps qui sont vraiment islamophobes. C'est-à-dire qu'ils pensent, qu'est-ce que ça veut dire être islamophobe? Parce qu'il y a une grande confusion sur ce terme, et il y a des gens qui vous disent ici, mais vous refusez la critique des religions. Non, la critique des religions, elle est dans la Constitution française, les constitutions européennes, tout à fait légitime. Islamophobe, c'est pas ça du tout. C'est pas les gens qui critiquent la religion musulmane, mais c'est les gens qui font de la religion musulmane un facteur explicatif du comportement des musulmans, et qui développent une idée d'un clash de civilisation, d'un clash de valeurs, l'idée que nous sommes aujourd'hui dans une lutte de civilisation. En 87, la thématique se discute aussi de l'autre côté de la Méditerranée. 6 décembre 2012, Casablanca. Une école de commerce organise un débat sur le traitement médiatique de l'islam en France. Parmi les invités, Pierre Baretti, rédacteur en chef à TF1, un géant du paysage audiovisuel français. Voilà ce qu'il nous confiait à la fin des débats. Récemment en France, ce que je dis simplement, c'est qu'aujourd'hui, pour être mieux compris et mieux entendu, les musulmans de France ont besoin d'une prise de parole qui soit peut-être avec d'autres ambassadeurs, avec d'autres voies de communication, des penseurs, des essayistes, peut-être d'autres hommes de Dieu, d'autres religieux qui expliquent mieux à la population en France l'islam. Je pense que la peur vient de l'incompréhension et le respect vient de la connaissance l'un de l'autre des religions. Je pense que c'est comme ça qu'on avancera. Du point de vue des journalistes, évidemment, un dédouanement énorme qui est de dire « Ah bah nous, tant qu'on nous présente pas sur un plateau des gens qui représentent ce que nous on veut représenter, eh ben on ne pourra pas faire un bon travail. » C'est à eux de travailler, c'est à eux d'aller voir, comme on dit, sur le terrain, quelles sont les dynamiques, quelles sont les tensions qui peuvent exister, quels sont les débats en cours. C'est à eux de travailler. C'est pas aux musulmans de dire « Ah, TF1 voudrait avoir des représentants légitimes et démocratiquement élus de notre communauté, et donc on va leur en apporter un sur le plateau, à tous les sens du terme. » Et sur le plateau de la chaîne LCI appartenant au groupe TF1, c'est l'imam de Drancy que la rédaction a choisi d'inviter ce jour-là. C'est pas question, comme je l'expliquais dans mon livre, les voix de racisme et les voix d'intégrisme, c'est eux qu'ils déstabilisent notre paix sociale et notre fraternité. Ça n'est pas un acte, d'une certaine façon, politique de la part des musulmans qui prient de cette façon dans la rue? Ça n'est pas un acte, comme ça, pour faire passer un message politique? Quand un intellectuel ou un militant associatif musulman est invité, parfois on lui montre une image de lapidation en Afghanistan. On lui pose la question. Monsieur, vous désapprouvez, qu'est-ce que vous pensez de cette lapidation? La réponse d'un individu sain, c'est de subvertir la question, c'est de dire, pardon, vous me posez la question parce que vous pensez que je suis éventuellement susceptible de vous dire que j'approuve la lapidation. Là, vous mettez le journaliste en face de son préjugé et vous cassez le préjugé. Or, qu'est-ce qu'ils font la plupart de ces militants, de ces intellectuels? Ils vont dire, ah mais c'est abominable. Moi, personnellement, je trouve que ça, c'est contre l'islam, mais c'est abominable. En fonctionnant comme ça, ils entérinent, ils légitiment le questionnement, car la question récèle la réponse en elle-même. Parce que si je vous dis, est-ce que vous êtes d'accord avec la lapidation des femmes? Je suggère que la question n'est pas réglée, qu'il est possible que vous me disiez oui. C'est évident qu'il y a
il y a tout un certain nombre de préjugés, y compris dans la tête d'un grand nombre de journalistes, qui conduisent à une méfiance. Voilà, il y a une méfiance vis-à-vis de l'islam, et c'est pas tant une haine affirmée ou assumée que une méfiance liée à une méconnaissance. Et donc du coup, quand on connaît mal à quoi on se raccroche, on se raccroche à ce qu'on croit connaître, et on crée des cases. Et en gros, c'est ce que je vous disais, les deux cases principales, c'est il y a le bon musulman et il y a le mauvais musulman. Une culture. Des schémas dans lesquels certains journalistes tentent de ne pas se fourvoyer en posant d'autres questions. On va se demander maintenant s'il y a une augmentation en France de l'islamophobie. Est-ce que vous pensez qu'il faut parler de ces sujets-là, comme il en a parlé? Est-ce que ne pas en parler, ce serait être dans le déni? Des schémas contre lesquels se bat Huitrine Nguyen, rédactrice en chef de Salam News, tout premier mensuel gratuit en France sur le fait musulman. Elle est aussi responsable éditoriale de l'un des sites web les plus consultés sur le sujet, Safir News, devenu partenaire de nombreuses institutions culturelles et médiatiques. C'est important de faire ce partenariat éditorial. Où chacun, on apporte notre pierre à l'édifice de l'information plurielle. Donc il y a ça, et puis il y a aussi, là c'est pas du tout un partenariat, c'est plutôt des contacts très très fraternels avec mes confrères journalistes, où effectivement on est assez sollicité, finalement c'est un peu ce qui se présente aujourd'hui, par nos confrères, que ce soit La Croix, que ce soit Le Monde, Libération, Réforme, d'autres, et qui finalement décrochent maintenant leur téléphone quand ils veulent traiter du sujet de l'islam. C'est vrai qu'on est en contact assez régulièrement, voilà, on ouvre facilement notre carnet d'adresses, on donne des pistes, voilà, on parle, on devient effectivement, au bout de 10 ans d'existence, un média de référence, en tout cas sur le fait musulman, on nous fait confiance pour ça. Une collaboration qui atteint parfois ses limites. Huitrine a récemment été sollicitée par une journaliste de France 3 qui souhaitait faire un reportage sur les Français convertis à l'islam. Ce que je racontais à ces journalistes, c'est qu'on a tendance à enfermer les musulmans dans leur identité musulmane. Et ça, c'est le gros danger. Et nous, notre ligne éditoriale, c'est de montrer que les musulmans ne sont pas que musulmans 24 heures sur 24, 100% de la vie, de la naissance jusqu'à la mort, quoi. Il y a, certes, ils sont musulmans, qu'ils soient croyants, enfin qu'ils soient pratiquants ou non pratiquants, d'ailleurs, c'est pas du tout notre souci, mais il y a d'autres facettes à montrer dans leur quotidienneté la plus banale. Je veux dire, leur vie de famille, leur choix de consommation, leurs projets pour devenir propriétaire, entrepreneur, etc. Voilà. Donc, et malheureusement, dans les médias, ce qu'on appelle mainstream, on a tendance à enfermer les musulmans dans leur religiosité simplement. Moi, mon boulot en tant que rédac chef de Salam News et travaillant pour safirnews.com, c'est de déconstruire les préjugés, c'est de donner d'autres regards et de donner la parole aussi à des gens qui sont sur le terrain, qui ont très peu la parole, mais qui bossent vraiment beaucoup pour faire évoluer les mentalités et pour faire bouger les lignes, en fait. Faire bouger les lignes, multiplier les regards, une mission que l'audiovisuel extérieur de la France tente lui aussi de remplir, avec 3 rédactions, l'une francophone, l'autre anglophone et une dernière arabophone. Parler d'islam et des musulmans devient alors un sujet moins difficile à appréhender. Maintenant, on fait la réunion à 11h30, reporter, tu seras disponible. Ça marche, je suis là. Voilà. Bagage culturel, bagage linguistique, parce que comprendre aussi la subtilité d'un propos, pouvoir le traduire sans faire de contresens, ne pas faire d'amalgame entre islam et islamisme, entre extrémisme ou fondamentalisme et terrorisme, entre criminels et religieux, toutes ces confusions qui ont parfois cours dans certains médias. Dans le monde, eh bien, il y a une plus grande possibilité de vigilance au sein de la rédaction de France 24 parce que il y a ce bagage culturel multiple et pluriel. Oui, nous ferons de notre mieux pour tenir le Parlement et le public au courant. Alors France 24 serait-elle la valeur ajoutée de l'audiovisuel public français sur la question de l'islam et de ses adeptes dans l'Hexagone? C'est le principe de la laïcité. C'est-à-dire la laïcité, évidemment, pour ceux qui ne seraient pas au courant, c'est pas l'athéisme ou l'antireligion. Nous considérons que la France étant un pays laïque, nous sommes une chaîne de service public, donc nous sommes une chaîne laïque, ce qui nous donne
paradoxalement beaucoup de liberté par rapport aux religions. Nous traitons toutes les religions de la même manière, sans aucun tabou. Et nous pensons qu'être une chaîne de télévision française en 3 langues, dont la langue arabe et qui est laïque, est un atout formidable pour nous. Parce que si vous regardez aujourd'hui dans le paysage du monde arabe, des chaînes de télévision, des chaînes d'infos, des choses comme ça, elles sont relativement alignées les unes. On identifie une sorte d'allégeance ou d'appartenance des unes ou des autres. Nous sommes une chaîne de télévision laïque qui repose sur la redevance et donc l'argent du contribuable français. Et nous avons 3 langues qui sont l'anglais, le français et l'arabe. Et la preuve de notre force dans ce domaine-là, c'est que nous avons des études qui nous démontrent que les gens issus de l'immigration en France regardent massivement France 24 parce qu'ils ont une vision différente. Une vision différente sur l'une des dernières affaires qui a fait le buzz médiatique à l'égard des musulmans de France. On pense aussi au pain au chocolat de Jean-François Copé qui estimait que des Français pouvaient se voir voler leur pain au chocolat dans les cours de récréation. On en a rendu compte bien sûr, mais notre mission aussi c'est de dire que ça n'arrive pas souvent, voire que Jean-François Copé l'a peut-être rêvé. Voilà. Donc je pense que ça, notre vocation de désintox aussi, est beaucoup plus facile à réaliser. La grande richesse de France 24 par rapport à d'autres chaînes internationales, c'est que nous avons une chaîne arabe 24 heures sur 24, un tiers de notre rédaction qui peut nous apporter cet islam de l'intérieur, qui permet de ne pas avoir de reportage caricatural. Et évidemment, cela permet ce dialogue permanent. Un rôle de désintoxication de l'information que d'autres rédactions ont pris l'habitude de jouer, notamment lors de la dernière campagne électorale présidentielle. Uniquement sur l'iPhone. Si vous avez besoin de remonter dans les sondages, il y a un musulman pour ça. Ou de récupérer les électeurs du Front National, il y a un musulman pour ça. Ou simplement de faire diversion sur les chiffres du chômage, il y a un musulman pour ça. Et grâce à l'application Amalgame, si vous voulez gagner la présidentielle, il y a même un musulman pour ça. En fait, il y a un musulman pour à peu près tout. iSlam. Une application disponible uniquement en France. L'agenda de la classe politique donne souvent le là aux rédactions. Et en matière d'islam, les représentants officiels des musulmans restent vigilants sur des dérives qui se normalisent. L'impunité n'est plus de mise dans les jours à venir. Je pense que chaque homme politique qui prononcerait, qui ferait une déclaration dans laquelle il y a une stigmatisation de la composante musulmane, il sera poursuivi. Et je pense que c'est un message que nous livrons à tous les hommes politiques, mais aussi que nous livrons aussi à tous les musulmans de France de rester vigilants et de faire ce travail de veille. Si la presse, Le Point ou un autre journal, publie un titre provocateur et accrocheur contre l'islam, les musulmans ne doivent pas penser que c'est contre l'islam. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que un titre comme celui-là, il peut être appliqué aux fonctionnaires, à François Hollande, à Nicolas Sarkozy, au patron du FMI, comme au pape. Le problème, c'est de vendre. Alors, pour vendre, il faut répondre à la demande. Et donc, c'est vrai que la presse, et Le Point aussi, a tendance à prendre ses lecteurs dans le sens du poil, parce qu'il a plus de chances de vendre des numéros. On est dans une économie capitaliste. Et je pense que le problème des musulmans, souvent, notamment des radicaux, c'est qu'ils sont d'une hypersensibilité et d'un égocentrisme hallucinant, parce qu'ils sont un peu parano, quoi. Ils croient que tout le monde leur en veut. On leur en veut pas. On profite d'un aspect perturbateur d'un certain type de comportement, qui sont les comportements de certains musulmans, pour sortir un titre et une cover dont on espère qu'elle va faire vendre. C'est d'un cynisme absolu, mais c'est comme ça. Et ça relativise tout.
Je ferai la différence entre des médias qui veulent instrumentaliser, je dirais, la réaction du Conseil français du culte musulman pour faire plus de buzz, comme on dit. Et je pense notamment à Charlie Hebdo, d'où la dernière réaction du Conseil français du culte musulman de dire aux musulmans de traiter je dirais l'action récidive de Charlie Hebdo par le mépris et l'ignorance. Parce que nous avons constaté qu'à chaque fois, dans certains cas, lorsqu'il y a une réaction du Conseil français du culte musulman, au contraire, les ventes s'envolent. Donc quelque part, c'est un but, c'est recherché par Charlie Hebdo. Il recherche la réaction pour pouvoir vendre plus. Nous avons dit que pour ce type de médias, traitons-les avec mépris. Je pense que c'est une attitude que nous aurions avec un certain nombre de médias. On les traitera avec mépris. Certains, lorsqu'on verra qu'il y a matière à poursuivre juridiquement, on le fera. Longtemps persona non grata sur les plateaux de télévision, l'islamologue Tariq Ramadan est désormais quasi omniprésent sur les ondes cathodiques parisiennes. Fini le ramadan avec le couteau entre les dents. J'ai jamais eu de ramadan avec le couteau entre les dents, si ce n'est dans la perception de certains. Invité ce vendredi dernier à un débat public sur le traitement médiatique de l'islam en France, il faisait part de son expérience dans la ville de Roubaix. Tous ceux qui parlent aujourd'hui de l'islam comme pouvant être l'ennemi ou l'autre en Europe ne sont pas que des ignorants. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a une véritable politique, une idéologie ciblée, et donc il y a des journaux qui sont... Moi j'ai rencontré vraiment des journalistes qui savaient très bien de quoi on parlait. Ils savaient très très bien quels étaient les enjeux. Il y en a qui ont une très très bonne connaissance. Donc nous dire systématiquement l'islamophobie ça vient de l'ignorance, c'est pas vrai. Il y a une islamophobie qui est un racisme aussi qui peut venir de l'État, qui peut venir d'idéologues, qui peut venir de positionnement politique. Il faut aussi analyser. Il ne faut pas être naïf non plus de ce point de vue-là. Bienvenue dans l'émission Islam et Spiritualité. La question de l'islam n'échappe pas non plus aux médias de la toile. Et là, d'autres débats prennent le contre-pied de certaines grosses cylindrées médiatiques. Une ethnie musulmane de Birmanie. Tu entends là? Islam et spiritualité n'existent que depuis 6 mois. Pendant 2 heures quasi non-stop, chaque vendredi, la radio web TV Étoile du Cœur donne la parole à un invité. C'est vrai que c'est 2 heures d'émission, donc c'est beaucoup de choses qui sont dites, mais on peut revenir en arrière, réécouter, et je suis sûre qu'aujourd'hui peut-être ça ne donne pas encore l'impact nécessaire, mais ça peut prendre des années, 30 ans, 50 ans. Et le but de justement la radio, c'est pas mon objectif, c'est l'objectif même de la radio de Jean-Claude Carton, qui a ce souci justement de liberté d'expression, et que ça puisse être là et à la disposition des internautes et des auditeurs à vie, quoi. Les Rohingyas n'ont aucun droit, oui c'est vrai, ni de faire des enfants. Aucun musulman n'a le droit de sortir. S'il essaye de s'échapper, l'armée a le droit de le tuer. Le multimédia au service d'analyse qui se diversifie sur la thématique de l'islam en France et qui dévoile le visage de nouveaux interlocuteurs. Ce débat s'est tenu il y a à peine une semaine. Qui avait rendu compte de ça, avec musulmans de France, de l'invisibilité, ces travailleurs, ces immigrés, ces anciens colonisés qu'on ne voulait pas voir, qu'on ne veut parfois toujours pas voir, de l'invisibilité à l'islamophobie. Je vous cite un exemple là-dessus. Il y a l'académicien Alain Besançon. Alain Besançon, c'est un très grand académicien. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez son raisonnement. Il dit, ce qui nous dérange, ce n'est pas le petit beurre de banlieue qui attaque la petite vieille ou qui lui prend son portefeuille. Parce que celui-là, on l'arrête, on le met en prison. Ce qui nous gêne, je résume grosso modo son propos, ce qui nous gêne, c'est le musulman qui devient neurochirurgien, qui devient haut fonctionnaire, qui devient architecte. Donc la hantise du discours anti-musulman, ce n'est pas l'échec de l'intégration, c'est la peur même de l'intégration. Et c'est pour ça que j'ai cette formule aussi paradoxale. L'intégration des musulmans en France est totalement achevée. La preuve, il y a un sentiment anti-musulman.
Alors, le rapport entre la presse française et la question de l'islam pourrait-il, à l'avenir, devenir moins complexe? Les Françaises, comme je vous disais tout à l'heure, sont des gens aujourd'hui qui sont mal, qui sont un peu déprimés fondamentalement, qui sont convaincus de toute façon que de l'islam ne pourra venir que la terreur, que l'horreur. Les événements en Algérie, au Mali ne font que conforter cela. Et je pense qu'il va être extrêmement difficile de revenir sur une vision différente. On peut dire au niveau international, les choses sont en train de changer, c'est-à-dire la période où l'Occident était le centre de la politique internationale est en train de se terminer. C'est-à-dire cette espèce d'arrogance occidentale pour dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, quelles sont les lois qu'il faut appliquer internationales, les normes auxquelles il faut que tout le monde se conforme. Ça commence à être ébranlé parce que la puissance politique et militaire de l'Occident est en train d'être ébranlée comme on le voit en Afghanistan, en Irak ou ailleurs. Les jeunes rongent leurs freins, mais ils utilisent bien les médias, ils utilisent bien les réseaux sociaux, ils sont formés, ils créent leurs propres associations. Le seul truc maintenant, c'est qu'il y a un manque de cohérence. C'est un peu chacun est individualiste, ça c'est aussi l'éducation l'occidentale, chacun est individualiste, donc il y a encore du mal à se fédérer, à trouver des partenariats entre les uns et les autres. Mais je pense qu'avec la maturité, là les plus actifs autour de la trentaine, donc il faut attendre encore 5 ans, vers la quarantaine, là, ça va. On va se revoir, on fera le bilan et je pense qu'il y aura des belles choses à dire encore. En France, toutes les institutions ont intégré les musulmans. Il y a 2 institutions qui résistent encore, c'est la classe politique et la classe médiatique. Et comme par hasard, ce sont les 2 seules institutions où il y a encore un discours qui déplore l'échec de l'intégration.